Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être présents malgré la canicule. Merci à ceux qui sont avec nous dans la salle Alfred de Vigny au Palais Beaumont. Merci à ceux qui sont à distance. Donc nous allons avec Faisal Karoui et l'équipe de l'orchestre vous dévoiler le grand voyage de la saison 2021-2022 de l'établissement public Orchestre de Pau Pays de Béarn, El Camino. C'est la première fois que nous faisons ce format de présentation de saison et c'est aussi parce que cet établissement est assez récent, le fait d'associer l'Orchestre de Pau et El Camino. Il a un an, un peu plus d'un an, mais que pendant un an, il y a quand même beaucoup d'activités qui ont été gelées par la crise sanitaire que vous savez. Cet établissement a 5 missions principales et c'est en les suivant que nous allons vous présenter la saison prochaine. Et cet établissement regroupe 3 collectivités aux côtés historiques de l'orchestre depuis de nombreuses années, mais 3 collectivités ont décidé en 2020 de s'associer pour développer le projet de l'orchestre, qui a bientôt 20 ans, mais ça on vous en parlera après. Ces 3 collectivités, c'est l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, la ville de Pau et le département des Pyrénées-Atlantiques. Un conseil d'administration gouverne cet établissement. Ce conseil d'administration est présidé par François Bayrou, maire de Pau, président de l'agglomération, et le vice-président de ce conseil d'administration est notre adjoint à la culture, Jean Lacoste, extrêmement investi auprès de l'orchestre depuis son arrivée en 2014 et initiateur, instigateur de l'idée d'El Camino ici à Pau. Merci Jean. Bon, on est entre nous, donc d'habitude je dis Jean, si vous n'êtes pas choqués. Bon. Merci Jean d'être avec nous ce soir. Un petit mot d'accueil de l'élu que tu es. Oui, merci Fred. Frédéric a tout résumé. Moi, je veux simplement vous dire que je suis tout simplement heureux. Voilà, un sentiment qui est simple, indispensable. Heureux parce que nous avons été tellement tristes et malheureux d'être éloignés les uns des autres et d'être privés de, bien sûr, l'orchestre, des musiciens, du chœur, des caminos aussi, de musique, mais de culture en général, que vivre la présentation de la saison à venir, eh bien, c'est tout simplement un moment de bonheur, tout simple. Donc moi, je le prends comme un très grand moment de joie. Frédéric a résumé parfaitement ce qui est devenu l'orchestre qui a franchi une étape supplémentaire en devenant établissement public de coopération culturelle, en m'embarquant avec lui le projet Camino, le chœur. J'ai été effectivement un de ceux qui ont défendu ardemment l'arrivée du département des Pyrénées-Atlantiques dans cette PCC. Et quand je dis ceux, peut-être même qu'on peut enlever le X, on n'était pas très nombreux, mais aujourd'hui on est ravis que cette collectivité soit présente autour de table. Et puis je voudrais aussi saluer toute l'équipe de l'orchestre, toutes ces petites mains dont on aime croiser le sourire, qui font vivre cette famille, et puis l'équipe pédagogue de l'orchestre, et puis dire à Valérie qu'on est tellement heureux aussi de la retrouver sur un plateau pour cette saison qui s'ouvre, et puis saluer les mécènes qui sont là, et puis enfin un salut tout à fait particulier pour le public, les abonnés d'abord, et puis l'ensemble du public. Sans toute cette famille-là, eh bien cette belle aventure ne pourrait pas se poursuivre. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. On sort d'une crise et on rentre dans une belle période. Je pense que vous êtes tous gourmands de découvrir la saison prochaine. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vous promets. Donc je suis aussi comme un enfant qui va ouvrir les jouets de Noël au pied du sapin. Donc je vous laisse la parole. Merci. Donc je ne présente évidemment pas Faisal Karoui qui va présenter avec moi la saison, mais Jean l'a fait, Valérie Layous qui porte le cartable de Valérie, initié il y a 20 ans avec Faisal, et peut-être plus nouveau dans la famille Emmanuel Hautebourg qui est là pour nous parler d'El Camino, qui est le nouveau directeur du projet El Camino depuis le 1er janvier dernier. Alors mon cher Faisal, ça va? Ça va, oui. On est sur le plateau parce que cette semaine, l'orchestre est en répétition ici et Faisal a fait 2 répétitions avec les musiciens depuis ce matin. Et ça va être un magnifique concert, une fois de plus.
Une saison symphonique, c'est pas simplement de remplir des cases avec un planning et ça se réfléchit. C'est pas compliqué, mais c'est comme lorsqu'on veut faire un voyage, on doit se poser pour savoir par où on passe, où est-ce qu'on s'arrête, avec qui on a envie de passer un moment. C'est pas du tout une programmation, ça ne s'invente pas. C'est pas simplement remplir un calendrier. Ça, je pense que n'importe qui peut le faire. C'est à la fois des rencontres qu'on a pu faire à l'extérieur, c'est d'essayer de... Voilà, c'est tout ce mélange, cette alchimie que j'ai la chance de faire avec Fred. On le fait à quatre mains depuis beaucoup d'années. Alors c'est une saison qui va être un peu particulière, évidemment, parce que c'est une saison que l'on va espérer la plus normale possible après une saison totalement anormale, même si sur les 8 séries d'abonnements, on en a quand même joué 4. Et c'est vrai que la saison prochaine, eh bien, elle se nourrit également à la fois des artistes qui auraient dû venir et qui ne sont pas venus, d'œuvres qu'on aurait dû jouer, qu'on n'aurait peut-être pas joué, et tout ça fait un puzzle, une recette qui nous permet de vous présenter la saison prochaine qui va ouvrir en septembre. C'est une saison qui est particulière, comme je vous le disais, parce qu'elle vient après cette saison bizarroïde, parce qu'il y a ce concert du Nouvel An qui va être très particulier, parce que, vous savez, c'est l'histoire des bâtons, vous savez, des piquets. En fait, il y a entre deux piquets, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les intervalles. C'est comme en musique, d'ailleurs, je pourrais plus parler de musique au lieu de parler c'est un casse-tête. Et du fait de ne pas avoir fait de concert du Nouvel An cette année, celui de la saison à venir sera véritablement le 20e. Donc ça n'est pas sans symbole et sans... c'est quand même quelque chose. 20e, donc ça va aussi ouvrir et c'est quelque chose qui va nous amener, et là on n'est pas là pour en parler, mais vers la 20e saison, la saison anniversaire. En tous les cas, une saison qu'on a souhaité avec Frédéric autour d'artistes qui nous ont aussi marqués. Alexandre Kantorov va revenir, Marie-Angèle Gouchy que vous allez découvrir cette semaine, et vous allez tous me dire quand est-ce qu'on la revoit, donc je vous dis d'ores et déjà qu'elle va revenir. Il y a cette chef-feu d'orchestre extraordinaire qui devait venir cette année, qui va revenir ah ben voilà, vous l'avez tout, qui va revenir, elle, en décembre. On va ouvrir avec Romain Leleu, un magnifique trompettiste, et on va avoir en compositeur en résidence, on y reviendra un peu plus tard, Baptiste Trottignon. Et donc du coup, c'est vrai que si vous voyez le programme du mois de juin, c'est le programme qu'on souhaitait faire pour terminer la saison dernière qu'on n'a pas pu faire. Vous voyez, tout ça, c'est à la fois un savant puzzle. Évidemment, notre chœur, dirigé par Pascal Verdier, cette œuvre incroyable du Stabat Mater de Dvorak qu'on donnera cette année. Astrix Cyrenosian avec un voyage extraordinaire en Arménie, parce qu'en plus d'être une violoncelliste fantastique, c'est une chanteuse incroyable. Donc on est en train de travailler, on a des projets aussi pour partir en Arménie. Donc des solistes avec une jeune violoniste, Esther You, Alexandre Kotorov, j'en parlais, Marie-Ange que vous allez découvrir, Astrig, le chœur, et Baptiste qui va être notre compositeur en résidence, aussi immense pianiste. Ça va être aussi l'occasion pour nous de jouer des œuvres qui vont être, en plus des concertos, des œuvres qui mettent très en valeur l'orchestre. Il y a des œuvres que l'on se dit il faudrait les faire depuis des années, comme la 6e symphonie de Bruckner. Donc là, nous allons la faire. Il y a la 5e symphonie de Shostakovich que nous avons donnée il y a près de 10 ans maintenant, quand nous sommes partis à Tokyo. Et donc, ça a été un très grand moment pour l'orchestre et beaucoup de musiciens souhaitaient la refaire, la rejouer. Un programme hivernal avec la première symphonie de Tchaïkovski, la 3e de Brahms, vous savez, ce fameux mouvement lent qu'on avait donné, et ça fait partie des... Parce que c'est bien aussi de rejouer des œuvres, voilà, et ça, ce sont des œuvres qui nous ont à la fois marqués et qui sont absolument superbes, et un programme festif pour terminer la saison 23, 24 et 25 juin, qui devrait, normalement, si tout se passe comme prévu, devrait correspondre à notre dernier concert au Palais Beaumont. Puisque nous
normalement, nous ouvrirons la saison suivante au Foirail. S'il n'y a pas de retard dans les chantiers, normalement, on tient les choses, mais enfin, en tous les cas, ça devrait se passer à ce moment-là. C'est pour ça que c'est une saison qui, vous voyez, associe de 3 axes particuliers. D'abord, elle vient après cette saison qu'on vient de vivre, ou pas vivre, je ne sais pas comment le dire. Il y a ce concert du Nouvel An qui va être les 20 ans, qui va nous amener sur toute cette saison, juin, qui va être peut-être nos adieux au Palais Beaumont, ou un au revoir de toute façon, et qui ouvrira sur une autre saison. C'est bon là? C'est tout? Non, j'ai été trop long. Non, mais c'est... Ça vous... Voilà. C'est les musiciens à Fessal qui vous la donneront cette saison, donc merci de tout. Donc le premier pilier de l'EPCC, c'est la diffusion, c'est tous ces concerts qu'on va vous proposer ici, juste sur le voyage en Arménie, concert qu'on donnera au mois de mars, ici en co-réalisation avec nos amis de Mont-de-Marsan. Vous découvrirez un instrument que j'ai découvert en programmant la saison avec Fessal, avec un artiste absolument incroyable, Narek Kazazian, qui joue du kanoun. Alors, je ne connaissais pas le kanoun, on connaît la doudouk quand on s'intéresse à la musique arménienne, mais je ne connaissais pas cet instrument, une sorte de harpe couchée sur laquelle on joue avec une sorte de dé à coudre et avec une virtuosité absolument incroyable. Sinon, Fessal a quasiment tout dit. Je te coupe pas, mais ça fait un peu écho, vous savez, au concert qu'on avait donné avec le Sirba Octet. Vous voyez, c'était une rencontre, c'était quand même absolument incroyable avec ce joueur. C'était quel instrument? Je l'ai oublié. C'était du cymbalum. Du cymbalum. Voilà, donc c'est un peu le... Alors, sur la saison symphonique, quelque chose de très important pour le public, pour les musiciens aussi. On a donné la saison aux musiciens, évidemment, il y a quelques jours. On la dévoile devant vous aujourd'hui, mais les musiciens l'ont depuis quelques jours. Mais quelque chose de très important la saison prochaine, c'est nous avons appris du Covid, on s'est adapté, on a beaucoup écrit au public, on a dû répartir le public lorsque les jauges étaient très dégradées. Elles le sont d'ailleurs encore moins qu'au mois de mai, mais elles sont encore dégradées. Et nous avons découvert un nouvel horaire de concert qui a énormément plu aux abonnés. C'est le samedi à 11h. Du coup, une décision forte que l'on a prise avec l'orchestre, avec Fessal, avec Franck Loncan, que je salue, l'administrateur de l'orchestre qui est dans la salle, Serge et toute l'équipe, mais petit à petit, je vais vous les présenter, c'est que toute la saison prochaine, tous les programmes de la saison prochaine, de la saison symphonique, seront quadruplés selon le même plan, jeudi soir, vendredi soir à 20h. On n'a pas eu le temps de s'habituer à cet horaire de 20h, qui était nouveau, mais on n'a pas eu beaucoup de concerts cette année, mais 20h les jeudis et vendredis, et 2 concerts le samedi, un à 11h, un à 18h. Pourquoi nous quadruplons tous les concerts? C'est également parce que lorsque nous allons ouvrir les abonnements, le 1er juillet prochain, eh bien, nous allons remplir les salles à 70% au cas où, premièrement, c'est-à-dire pour ne plus avoir à répartir le public en étant à 100%, et puis aussi pour développer beaucoup plus de places à l'unité ou de formules d'abonnement plus souples où on peut piocher dans les 8 un petit marché où on en choisit 4. Donc, ce qui est très nouveau la saison prochaine, alors ce n'est pas très nouveau pour un abonné du jeudi qui se réabonne le jeudi, qui ne sera pas forcément à la même place, mais il pourra rester le jeudi. Mais en tout cas, ce qui est très nouveau, c'est d'avoir appris du confinement cet horaire qui a très bien fonctionné du samedi à 11h. Il faut aller au hall un peu plus tôt pour faire son marché. Ça peut passer après, mais il n'y a plus forcément tous les produits. Et normalement, vous pouvez vous reconnaître, puisque la photo que vous voyez, c'est le concert de la semaine dernière. Voilà, donc il y aura plus, j'espère, les petits panneaux blancs que l'on voit pour... Voilà, donc vous avez vu la saison symphonique. Rapidement, l'Orchestre de Pau, c'est aussi la programmation d'une saison de musique de chambre qui a été très touchée cette année, puisque nous avons fait un concert magnifique en octobre avec le quatuor Harrod qui reviendra. Et nous clôturons la saison ce dimanche avec Marie-Ange qui fait 3 concerts avec l'orchestre jeudi, vendredi, samedi, et puis qui fait son concert qu'elle aurait dû faire en novembre. Et je vous invite à venir l'écouter, ça va être magnifique. Donc une saison de musique de chambre qui retrouve le Théâtre Saint-Louis la saison prochaine avec 7 concerts. Il y a des miroirs puisque
On a également Baptiste Trottignon qui ouvre la saison au piano, parce que on va revenir sur Baptiste. Et puis le duo Jatecoq qui devait venir cette année, qui n'a pas pu venir, du coup on les a réinvités la saison prochaine. Une immense soprane, puisque Karine Déhay sera avec nous au mois de décembre. Un clin d'œil avec le trio Linos, qui est un trio installé à Berlin, mais dont le violoncelliste, Vladimir Valtam, a fait ses études au conservatoire de Pau lorsqu'il était jeune. Donc il est ravi de revenir à Pau avec un très très beau trio, le trio Linos. Et puis une fierté, de temps en temps il faut être fier, un des 3 plus grands quatuors à cordes du monde, qui sera à Pau la saison prochaine, qui est le quatuor Belchéa. Ça fait à peu près 5 ans que j'essaye d'avoir le quatuor Belchéa, et donc une grande fierté puisqu'ils seront ici, mais ils ne pouvaient pas ne pas passer par Pau, puisque c'est une des saisons de musique de chambre les plus suivies de France, avec un taux de remplissage de à peu près 350 personnes par dimanche, ce qui est voilà, une belle saison. Donc voilà la saison de musique de chambre. Le concert du Nouvel An, Fessal en a parlé. Et Astrig. Ah oui, il y a tu as raison. Astrig, puisqu'elle vient à Pau avec l'orchestre, elle va venir avec toute une bande d'amis qui n'est pas encore totalement terminée. Donc là, on en a mis 3, mais il y en aura sans doute bien plus pour un concert de musique de chambre qui n'a pas de rapport avec... ce ne sera pas le même concert qu'avec l'orchestre, dont Fessal a parlé, mais également un programme autour de l'Arménie en février, dans le cadre de la saison de musique de chambre. Merci Fessal. Le concert du Nouvel An, alors un petit point de détail, mais on voulait tester, en suivant les conseils de notre chère Christelle et Pascal, un nouvel horaire cette année, qu'on n'a pas pu tester, puisqu'on n'a pas pu faire le concert du Nouvel An. Mais le premier concert du Nouvel An aura lieu le samedi à 17h et pas à 20h, et puis le lendemain, dimanche, traditionnellement, 11h et 17h, la grande famille réunie, le chœur, les caminos et l'orchestre, tout ça sous la direction de Fessal. On est déjà au travail avec un invité, mais on ne vous dévoile pas aujourd'hui, mais il y aura un invité que vous connaissez, qui est déjà venu et qui va revenir pour ce concert. Les sons et brioches, Fessal, je ne sais pas si tu veux en parler. Alors ça aussi, c'est des trucs qui devaient avoir lieu. Puis voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des concerts qu'on devait faire, mais ce qui est très important, c'est qu'on a dans les sons et brioches, qui est un concept qu'on a inventé il y a 20 ans maintenant. Ce sont des concerts qui sont des marqueurs forts, en tous les cas, de ce qu'on fait avec l'orchestre. Et depuis des années, on a une politique de création très importante. Vous savez qu'Hervé Subiette, ce sont à chaque fois des créations, que ce soit beaucoup avec des jeunes sur scène, soit avec les jeunes du conservatoire, les jeunes Camino. Enfin, c'est tout un travail. Et donc là, également, 2 créations. La première d'Hervé Subiette avec Jean-Marie Fassier autour des fables de La Fontaine. Et Le Soleil se lève, c'est une commande que vraiment Fred a fait, puisque en plus, Frédéric est il est président de la Calandrette. Ça n'a pas de rapport direct. Mais... Ah bon, un peu quand même. Un peu quand même, non ? Sur tout le patrimoine linguistique. Alors, non, je dis une connerie. Non, je vais parler d'Alain Larribey. Beaucoup de gens le connaissent. Alain Larribey, il était berger en vallée d'Aspe. Et puis, il chantait beaucoup dans la vallée d'Aspe. Et puis, il a fait, à un moment, on lui a dit, mais tu chantes si bien, fais des concerts. Et puis, il a commencé à faire des concerts. Et puis, il a commencé à composer. Et en assistant à une présentation de saison à Mont-de-Marsan, au Théâtre de Gascogne, j'ai entendu Alain Larribey chanter. Et en l'entendant chanter, de sa vallée, de la vallée d'Aspe, qui est belle aussi, la vallée d'Ossau est plutôt... j'ai vu, immédiatement en l'entendant, j'ai vu qu'on pouvait faire un son et brioche avec lui autour des questions de la beauté de la terre, de sa fragilité, mais aussi de la beauté, etc. Et nous avons créé, en 2019, les enfants s'en souviennent, avec les Caminos, on a créé un conte qui s'appelait « L'effet papillon ». Et à l'issue de l'effet papillon, eh bien la suite, si vous voulez, c'est comme les séries, c'était Le Soleil se lève, qu'on aurait dû créer au mois de mars dernier, en 2020, et que donc nous ferons en juin 22 avec un chœur de Camino que Valérie, Didier et toutes les équipes vont J'ai donc mélangé préparer. Totalement 2 sujets. Mais c'est pas grave, je me suis complètement Mais il trompé. parle, effectivement, il parle occitan. Donc ça n'a rien à moi. voir. Oubliez ce que j'ai dit. Et ce sera Marjorie Claver qui dirigera, qui est une chef
encore d'orchestre, qui vient en plus de gagner un concours de direction d'orchestre en Italie, pas du tout, à Malte. Ça va aller, hein, mais... C'est presque l'Italie. C'est presque, c'est pas loin. Bon. Et qui travaille avec nous à Camino. Et alors, je ne dis pas que c'est du tout mon assistante, parce que je n'aime pas ce terme-là. En plus, elle fait tout un travail indépendamment. Enfin, c'est vraiment une très belle artiste. Et donc, c'est elle qui dirigera ce son et brioche, parce que moi, je reviendrai, enfin, j'y serai, mais je reviens. Les voyages reprennent un peu la saison prochaine. Normalement, je devrais être à Hong Kong. Enfin, je devrais être sur mon chemin du retour. Mais donc, c'est Marjorie qui dirigera ce très beau son et brioche. Et un petit clin d'œil pour les fables de La Fontaine. Vous savez tous que nous fêtons le 4e centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine. C'est pour ça qu'il fallait absolument que ce concert ait lieu en 21 et qu'on les a mis dans ce sens-là. Et les sons et brioches, c'est ouvert au public de 6 ans à... C'est pour les jeunes, quoi. Ça peut être vraiment jusqu'à 100 ans. Hein. Il n'y a pas d'âge pour venir au son et brioche. Le deuxième pilier de notre cher établissement, c'est la création. Depuis 2002, lorsque Fessal est arrivé, vous le savez, public, vous le savez, partenaire, la place de la création est très importante parce que le patrimoine, ça se construit. Il faut savoir, je vous le dis comme ça, mais c'est intéressant, quand on regarde des programmes de concerts à la fin du 19e siècle, 90% du programme qui est joué, c'est de la musique contemporaine. Alors c'est de la musique contemporaine qui s'appelle Brahms, qui s'appelle Berlioz, qui s'appelle Liszt, qui s'appelle Wagner. Mais à cette époque-là, jusqu'à l'invention du disque, on va dire quasiment, les programmes de musique classique ne jouent que de la musique contemporaine. Et puis petit à petit, avec l'apparition du disque, eh bien, on a eu la chance de redécouvrir les chefs-d'œuvre du passé, et je suis ravi évidemment qu'on en joue, hein, mais petit à petit, la musique de notre temps a disparu des programmations, trop disparu des programmations. Il faut dire aussi que pendant longtemps, on a joué, alors ça, je ne sais pas, parce que je suis ravi que la Direction régionale des affaires culturelles m'écoute, mais je vais dire un truc qui est un peu polémique, mais c'est pas grave, ils nous connaissent. Assez longtemps, on a joué de la très mauvaise musique contemporaine. Ici, on joue que de la bonne musique contemporaine, donc on a raison d'en jouer. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment où le public a eu du mal avec la musique contemporaine, il faut quand même bien se le dire. Mais depuis 2002, depuis que Fessal est arrivé, vous avez tous entendu, et Fessal a présenté les concerts en donnant des exemples du Zavaro, du Hersan, du Tanguy, etc. Je ne vais pas tous les citer. Donc, pilier extrêmement important de notre établissement, la création, et l'année prochaine, Baptiste, on l'a déjà évoqué, Baptiste Trottignon, qui va nous accompagner beaucoup, résidence très forte l'année prochaine avec Baptiste, comme compositeur et comme pianiste. Alors on vous a listé, on va passer vite, parce qu'on en a déjà parlé dans la programmation, mais enfin la création du concerto pour trompette, création qui est le fruit d'une commande que nous avons passée avec des orchestres amis. Très souvent, lorsque l'on passe une commande, on s'associe avec d'autres orchestres pour que cette pièce vive sur le territoire. L'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine, l'orchestre d'Avignon, l'orchestre de Cannes et l'orchestre de Picardie qui nous ont accompagnés pour cette création. Eux l'ont déjà joué chez eux, hein. On est les derniers à la jouer, mais on va jouer donc cette œuvre que nous avons commandée. Ensuite, pièce, pour le coup, on aura une création mondiale en janvier, dans la saison. Ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est Anima, vaste pièce de Baptiste Trottignon d'une demi-heure, qui est une commande d'État. Et c'est une grande fierté pour nous, parce que c'est la première fois que nous créerons ici à Pau une commande qui a reçu le label de commande d'État, œuvre que nous passons en co-commande avec nos amis du Grand Théâtre de Tours et de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Je vous invite à être curieux avec cet orchestre à peu près comme le nôtre, mais qui fait preuve d'une inventivité incroyable. Très bel orchestre dans l'Est de la France. Ensuite, nous jouerons une très belle pièce avec notre chœur qui s'appelle « Au bout du petit matin ». Quand je dis « on jouera », ce n'est pas tout à fait vrai, puisque c'est une pièce pour chœur et violoncelle solo, mais qui est absolument magnifique, sur un texte d'Aimé Césaire. Et puis Baptiste, je le disais, c'est aussi un pianiste, donc il ouvrira la saison de musique de chambre avec un récital de piano, et aux côtés de Fessal, il fera la Rhapsody in Blue depuis le piano avec l'orchestre pour terminer la saison en juin 2022. Alors Rhapsody in Blue, il va la jouer à la Gershwin, c'est-à-dire qu'il y aura énormément, et on va le travailler évidemment, mais il y aura beaucoup de surprises.
Les 2 créations, je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé, mais ça fait partie aussi des créations sur les sons et brioches. Depuis 2002 aussi, mais on renforce et on partage sur un territoire maintenant plus vaste, depuis qu'on est passé en EPCC, mais on partage au plus loin, auprès des publics éloignés, auprès du jeune public en particulier. Le 3e pilier, c'est la transmission. Essentiel, arrivée de Valérie, première personne que Fessal a recrutée lorsqu'il est arrivé en 2002, le fameux cartable de Valérie, un modèle national. Il faut le savoir, parfois on ne sait pas, mais Valérie et Fessal ont inventé des choses il y a 20 ans, et cartable qui s'étoffe, qui se renouvelle, qui va plus loin encore l'année prochaine. Et je vais laisser notre chère Valérie, qui a été saluée par Jean Lacoste tout à l'heure, mais je vais laisser Valérie parler de son propre cartable. Bonsoir. Donc le cartable en fait est l'appellation donnée à l'ensemble des activités ouvertes au public scolaire. Et donc il y a plusieurs dispositifs éducatifs, artistiques et pédagogiques qui sont mis en place pour les élèves de la maternelle jusqu'au lycée, et il est ouvert également aussi aux étudiants. Donc on peut voir la nouveauté, comme a dit Frédéric, c'est que ce cartable va s'élargir un peu plus sur le territoire, donc s'adapter aussi aux exigences de l'EPCC. Les 2 axes, en fait, quand dans les dispositifs, les dispositifs sont répartis en 2 axes, puisqu'il y a une partie de sensibilisation, comme les répétitions, les concerts, mais il y a aussi une grande partie qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est pratique, donc que ce soit pratique vocale, que ce soit aussi instrumentale, puisqu'il y a des dispositifs qui sont mis en relation avec le Camino à travers des ateliers instrumentaux, où on peut accueillir 2 classes pendant une matinée, que ce soit du cycle 3, ce qu'on appelle les plus grands aux collégiens. Ensuite, ce qui est important l'année prochaine, c'est les 2 créations qui vont être données. Donc il y a une création qui s'appelle Odyssée de Sally Gallet, qui s'inspire donc du fameux Odyssée que tout le monde connaît. Voilà, ça c'est important parce qu'elle est en train d'écrire, Sally, mais c'est important parce que ça permet aux enfants en fait de connaître et d'avoir une expérience professionnelle en fait, musicale, puisqu'on va travailler avec eux toute une année scolaire. Et ça va être ouvert à des classes de Pau, du territoire. Ensuite, le soleil se lève, tout à l'heure on en a parlé, c'est le même procédé, donc il y aura différents chœurs pour 2 créations différentes. Les enseignants, bien évidemment, peuvent se saisir de ces dispositifs, soit en s'inscrivant auprès du catalogue qui regroupe tous les ensembles proposés par la ville et l'agglomération, donc qui s'appelle Trajectoire. Donc les enseignants connaissent un peu ce dispositif-là. Sinon, ils peuvent aussi directement contacter l'orchestre pour avoir des renseignements et puis voir aussi comment on peut s'adapter, parce que même s'il y a des dispositifs qui sont déjà marqués et inscrits dans notre projet, bien évidemment, si on peut s'adapter pour répondre au mieux aux demandes des enseignants, dans la mesure du possible, on le fait avec grand plaisir. Et les musiciens sont toujours partants, voilà, pour nous accompagner là-dedans. Pour finir, c'est important donc de signaler qu'on a pas mal de partenaires, encore plus cette année, puisqu'il y a des projets que l'on mène avec le musée donc, des Beaux-Arts, notamment pour une classe de maternelle. Il y a aussi, pareil pour la classe maternelle, un projet de danse et musique avec l'espace pluriel. Les étudiants du conservatoire ont la possibilité de venir écouter des répétitions, rencontrer des musiciens, venir aussi découvrir les différents métiers que nous occupons au sein de l'EPCC, qui ne sont pas toujours connus par ces jeunes gens qui vont après prendre une vie professionnelle dans la musique. Et le réseau des médiathèques, alors l'éducation nationale, pardon, c'est très, très important pour nous quand même, parce que ça s'appelle un cartable, donc je vais sur l'éducation nationale. C'est un partenaire que nous avons donc depuis le début avec Fessal, qui est quand même très important parce qu'il nous fait découvrir et échanger plein de compétences aussi avec les enseignants. Donc le réseau de médiathèques, parce que nous avons un projet, pareil avec le maternel, sur ce qu'on appelle le concert pour petites oreilles, avec un livre pour les jeunes qui va être après repris autrement dans la médiathèque. Voilà. Donc c'est tous ces partenaires-là qui font vivre aussi les actions du cartable de Valérie. Voilà. Je vais juste rebondir parce que je vois que la direction culture est magnifiquement représentée d'abord par sa directrice, Rosanne Bizio, et son directeur adjoint, Laurent Messel,
que le CRD de Pau est un partenaire évident, évidemment, de l'orchestre, parce que à la fois, lorsque nous accueillons un soliste, eh bien, nous invitons tous les élèves des classes concernées à assister à la répétition, parce qu'également, lorsque c'était sur chose précédente, enfin le slide précédent, il y a aussi des masterclass qui sont organisées, hein, si le soliste le souhaite. Évidemment, c'est pas donc entre les solistes et les classes du conservatoire. C'est organisé par le conservatoire, mais c'est nous qui faisons le lien. Et il y a tous ces voilà, c'est un partenaire évidemment qui est très naturel, pas privilégié, mais évidemment naturel. Le concert étudiant, t'as oublié ? J'ai oublié les 2 concerts étudiants quand même qui sont un peu importants, que nous ouvrons pour les plus grands. Voilà, qu'on est en train de finaliser en termes de date avec nos amis de la centrifugeuse. C'est quasiment calé. Je me souviens d'un des inspecteurs d'académie, Pierre Barrière, qui disait les enfants de Pau ont de la chance d'avoir un tel dispositif. Tous les enfants de toutes les villes de France n'ont pas un dispositif et un orchestre avec un tel projet. Et vraiment, je crois que le cœur du sujet, c'est de se dire que la culture, en l'occurrence la musique, est un allié du développement et de la confiance en soi pour les enfants, mais on y reviendra aussi avec El Camino. Dire aussi, et ça me permet de la saluer, la présence de Valérie Revel, maire de l'Escar, qui fait partie du conseil d'administration de l'EPCC, comme Michel Bernot, Jurançon, Monique Sémavoine, Mazères-Lezon, que tout ce dispositif est bien entendu à l'échelle du territoire au minimum de l'agglo, voire de plus en plus étendu, mais je vous salue. Valérie ? Très bien. Odyssée de Sally Gallet, œuvre de création. Il s'agit de prendre des enfants de 2 classes de Pau qui n'ont parfois jamais fait de musique et de les mettre sur scène pour qu'ils créent un opéra. C'est-à-dire que c'est une aventure de 6 mois absolument prodigieuse et qui marque, à mon avis, leur vie pour longtemps. L'action culturelle, portée aussi par l'Orchestre de Pau depuis longtemps et pilotée par Zerouki à midi, mais qui est un peu timide et qui m'a demandé de le représenter. Donc le festival Ose qui va bientôt arriver avec tous les concerts miroirs, c'est au théâtre de la Verdure en lien avec la ville de Pau et tous les concerts miroirs. Beaucoup de concerts qui ne se voient pas, mais qui sont essentiels aux missions de l'orchestre, en EHPAD, à la maison d'arrêt, qu'on n'a pas pu faire cette année pour les raisons que vous savez. Toutes les répétitions qui sont ouvertes aussi pour nos partenaires, les centres sociaux, les MJC, etc. Je salue Olivier Pellure, notre cher Olivier qui est avec nous aussi, les rencontres du marché. Il y a un concert chez le voisin, j'ai failli l'enlever parce qu'on ne l'a pas fait depuis 2 ans, mais je l'ai laissé pour qu'on le fasse. Parce que c'est un concept génial qu'on avait inventé un soir avec Fessal et Olivier. Il s'agit d'envoyer 1 ou 2 musiciens jouer chez les gens. C'est pour ça que ça s'appelle « Il y a un concert chez le voisin ». Donc ça fait 2 ans qu'on n'en a pas fait. Donc c'est un peu mensonger de le mettre, mais c'est pour être sûr que dès l'année prochaine, on va en refaire. Hein, Zerouki, on en fait. Le 4e pilier, il y en a 5, hein, on y est presque. 4e pilier, mais tellement important et tellement en lien avec les 3 autres, c'est évidemment El Camino, qui connaît un développement magnifique depuis l'arrivée de notre cher Emmanuel Audebourg, donc à sa tête, à nos côtés, de Fessal et moi et toute l'équipe. El Camino, année évidemment difficile aussi, même si les enfants ont tenu et ont eu une fin de saison spectaculaire, puisqu'ils vont jouer au Hall de Pau le 19 juin, ils vont jouer sous la direction de Fessal le 21 juin à l'hôtel de Brienne à l'invitation de Florence Parly, ministre des Armées. Et puis ensuite, ils vont ouvrir le festival L'Orchestre s'éclate, le festival Ose, le 8 juillet au théâtre de Verdure. Donc pour dire que l'année est quand même bien chargée pour les Caminos et la fin de saison particulièrement. Mais Emmanuel va surtout nous parler de la suite. Ah oui, mais justement la suite. Il va surtout nous parler de la suite qui commence dès cet été. Mais ça, je voulais laisser à Emmanuel le soin d'en parler, et puis tout le développement sur lequel il travaille avec Fessal depuis des mois. Depuis janvier, il est là depuis le 1er janvier, c'est le petit nouveau de l'équipe. Bon, avant d'attaquer la présentation, donner suite à ce que dit Fred,
un projet pareil qui a été un petit peu mis entre parenthèses avec la situation, c'était d'être invité dans le cadre d'un échange franco-allemand autour voilà, d'une école de musique de Berlin et les Caminos. Et donc on a eu le plaisir de remettre ce projet à l'ouvrage il y a quelques temps, on va dire de façon très rapide, mais pour nous ça avait beaucoup de sens parce qu'en fait aller jouer à l'extérieur, favoriser les échanges culturels et tout ça autour de la musique et d'un concert nous paraissait naturel, surtout pour clôturer une année un peu complexe. Ouais, donc on aura le plaisir d'aller à Berlin une dizaine de jours, fin juillet, début août, pour voilà, finir ou ouvrir, je ne sais pas, parce que c'est une journée un peu particulière, voilà, un festival de jeunes artistes sur Berlin. Ouais, donc c'est un gros projet pour nous, une belle aventure qui va clôturer, mais surtout qui va nous engager pour le futur. Juste sur Berlin, donc 38 Caminos vont rencontrer 35-36 jeunes Allemands sous les directions croisées de Fessal et du chef allemand, Stéphane, dans un programme concocté ensemble, et ils vont jouer au Konzerthaus de Berlin. C'est-à-dire un petit peu comme jouer à la Philharmonie de Paris, mais à Berlin, où il y a la Philharmonie de Berlin, mais le Konzerthaus qui est une très belle salle. Et ce concert du 8 août à 11h ouvre, avec cette jeune génération, on part avec des enfants entre 11 et 16 ans, ouvre un des plus grands festivals de jeunes qui s'appelle Young Euro Classic, un des plus grands festivals d'orchestres de jeunes, mais quasiment professionnels, du monde entier. Donc c'est extrêmement fort pour nous. C'est un projet qu'on a monté avec un partenaire allemand absolument remarquable. On a trouvé des fonds auprès de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, etc. Et Jean. Oui, juste si vous m'autorisez un petit mot, ça va nous donner l'occasion d'envoyer un bonjour bienveillant et sympathique à une amie de l'orchestre qui, lorsqu'elle est passée à Pau, s'est investie beaucoup, non seulement dans la vie culturelle de la cité, mais beaucoup pour l'orchestre et en particulier pour les Caminos. Je pense à Delphine Saussier. Et je profite de cette formidable aventure que vont vivre les Caminos. Enfin, il faut bien se mettre dans l'idée quand même qu'il y a 5 ans, les Caminos, ils n'existaient pas. Ils sont passés par la Philharmonie de Paris, et puis 5 ans après, ils se retrouvent quasiment à la Philharmonie de Berlin. On peut dire les choses comme ça. Et on le doit quand même à Delphine, ça. Parce que la véritable histoire, c'est toujours une histoire d'amitié. C'est l'été dernier, j'étais en congé, pas loin d'ici, et je reçois un coup de téléphone de Delphine Saussier qui était à Berlin. Elle venait de quitter Pau pour aller vers d'autres missions à Berlin. Elle me dit, écoute Jean, j'ai une amie qui organise et qui s'occupe, alors ne me demandez pas le détail, d'un festival des orchestres de jeunes qui se tient à Berlin, et en particulier avec des orchestres dans les quartiers. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire avec les Caminos? Et je lui ai dit, arrête-toi de suite. Non seulement je pense, mais on va essayer de faire. Et c'est à ce moment-là que je me suis adressé à vous et que Delphine s'est mise en rapport avec ses contacts. Alors ça a été difficile au début, on s'y est lancé, puis on a laissé, puis là c'est reparti. Et donc moi je voulais adresser un clin d'œil amical de la ville de Pau et de tous les amis de Delphine, parce que finalement, sans cette connexion-là, peut-être que les Caminos ne seraient pas allés à Berlin cet été. Voilà. Salut Delphine, où que tu sois, nous te remercions. Emmanuel, sur le Camino de l'année prochaine. Ouais. Pour présenter l'année prochaine, juste un petit détour, mais très rapide, de dire que cette période, elle nous a aussi permis, avec l'ensemble de l'équipe, d'aller revoir l'ensemble des acteurs du territoire pour discuter de cette aventure Camino et de l'ensemble de ces discussions avec tous les acteurs, nos partenaires, ce sont les MJC, centres sociaux, l'ensemble des écoles concernées. On en a ressorti des choses et ce qui nous a amené à pouvoir se dire le second souffle, ce n'est pas pour transformer le projet, mais pour bien l'affirmer et peut-être ajuster certains éléments. Le premier élément fondateur, c'est qu'on a été accueillis dans un superbe endroit pendant ces 5 premières années, Joyeux Béarn, en tout cas à côté de l'école Joyeux Béarn. Et les locaux sont aujourd'hui un peu petits, voilà. Et voilà, l'histoire fait que nous allons amener à déménager rue du Moëdan. Pour le placer, c'est juste à côté du collège Clermont. Donc on va avoir un nouveau lieu beaucoup plus fonctionnel, en tout cas qui va nous permettre d'écrire une nouvelle page de l'aventure Camino. Ça, c'est un premier élément fondateur. Un deuxième élément, c'est que
Camino est connu de tous, chacun a sa vision, les enfants qui l'ont traversé en ressortent avec un plaisir fou et le diffusent cette idée. Et donc on a été dans l'obligation de se questionner, est-ce qu'aujourd'hui les 8 ou 9 écoles avec qui on fonctionne, c'est suffisant, ou est-ce qu'on ouvre encore un peu plus ce Camino, ce dispositif? Et donc on en a conclu, comme vous pouvez le voir, à l'année prochaine, à fonctionner avec 16 écoles du territoire palois. Un autre élément, c'est que quand on commence Camino en CM2, au bout de 5 ans, vous voyez, on arrive au lycée. Et donc ça nous questionne en disant, est-ce qu'aujourd'hui, Camino doit fonctionner comme il fonctionne, c'est-à-dire qu'une tranche d'âge qui est très homogène? Eh bien non, aujourd'hui, ça va d'un enfant de CE1 jusqu'à nos premiers Camino qui sont en seconde aujourd'hui. Donc voilà, donc on a essayé de trouver des rythmes, en tout cas on trouvera les rythmes qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir. Et forcément, ça aussi nous questionne sur que faisons-nous avec ces ados Camino. On sait que les ados ont des idées, des projets, peut-être parfois décalés, et en même temps moteurs et d'une énergie folle. Et ils sont aujourd'hui en force de proposition, en disant nous, Camino, c'est ça, mais on aimerait également faire ça. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur ce sujet des ados qui est tout nouveau pour nous. Tout ça nous a amené à mûrir et à stabiliser ou peut-être réaffirmer certains éléments. Donc Camino, un cycle d'apprentissage de 4 ans pour coller avec le cycle scolaire, mais également autour du avec le conservatoire. Peut-être là où on a une faiblesse qui nous a été donnée, mais on s'en rendait compte, mais quand c'est l'externe qui nous le dit, ça nous percute encore plus, c'est de dire peut-être que nous étions peut-être un peu fragiles sur la question de la formation musicale. Et sous l'impulsion de Fessal et Frédéric et de l'ensemble des professeurs Camino, on a décidé à partir de la rentrée de travailler cette question de la formation musicale en adoptant une pédagogie proche de celle de Camino du projet global. C'est-à-dire qu'on ne va pas copier des méthodes ou autres, s'en inspirer pour essayer de coller une méthode pédagogique propre à Camino. Des horaires différenciés, en effet, pour les élémentaires, les collégiens, mais les lycéens. Donc ça veut dire une amplitude d'ouverture beaucoup plus importante. Et on va essayer de sécuriser l'apprentissage, en tout cas sur les 2 premières années, en disant un recrutement tous les 2 ans. Ça permettra de stabiliser peut-être un peu plus les enfants, la relation avec un enseignant, la relation avec le projet, et pouvoir s'épanouir sans qu'il y ait des nouvelles personnes qui, au fur et à mesure, arrivent dans un groupe. Et la question logistique se pose forcément. Nous avions les 2 bus Camino, donc je pense que vous avez tous croisé, et l'année prochaine, on passera à 4 bus Camino pour desservir les 16 écoles. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir voir partout dans la ville de nouveaux territoires qu'on n'avait pas investis. Voilà, donc on s'est doté d'une flotte de transport qui nous permet d'être très agile et de pouvoir accueillir plus d'enfants. On réaffirme aussi l'idée que Camino, c'est un cycle de 4 ans, et après ces 4 ans, que se passe-t-il? Eh bien, l'idée, c'est aussi de permettre à des enfants de continuer à Camino, mais aussi peut-être de s'ouvrir à des écoles de musique, au conservatoire, peut-être de faire les 2. C'est de dire qu'il faut qu'on leur donne, au bout de 4 ans, l'ensemble des armes pour continuer à pratiquer, à jouer de la musique. Ça passera donc avec notre formation musicale, mais aussi avec des liens, notamment avec le conservatoire, beaucoup plus forts en termes de comment on accueille, comment on forme, comment on se connaît, pour pouvoir, au bout des 4 ans, on va dire, œuvrer, peut-être naviguer entre 2 structures ou rejoindre une autre structure avec une phase de connaissance beaucoup plus solide. Et le 3e élément de cette passerelle, c'est la création aujourd'hui de ce qu'on appelle l'orchestre avancé. C'est un peu les grands Camino qui aujourd'hui voilà, ont suivi le cycle Camino, qui sont réunis sous la forme d'orchestre, ce qu'on essaye de plus en plus d'accoler à l'orchestre de Pau sous la direction de Fessal. Et on s'est dit, mais cet orchestre, il faut aussi qu'il rayonne. Et donc, voilà, on est en train de construire ça. Et l'idée, c'est de transformer cet orchestre avancé en orchestre de jeunes des Pyrénées, Gascogne, voilà, pour lui donner un rayonnement un peu plus important. Le nom n'est pas tout à fait stabilisé. Hein. Ce sera peut-être juste Orchestre des Jeunes des Pyrénées. Bon. Et tout ça nous donne à voir, à partir de septembre à la rentrée, ça sera plus de 270 enfants accueillis à Camino. Aujourd'hui, pour rappel, on est à peu près à 140-150 enfants sur une saison. Voilà, répartis avec donc 154 nouveaux
Camino qui arriveront en septembre, et ensuite voilà les deuxième, troisième et l'orchestre avancé qui constitue toujours le projet. Moi, je voudrais dire un petit mot. D'abord, dire à quel point Emmanuel est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, qu'on a eu la chance de rencontrer il y a 6 ans lorsque Jean Lacoste vous a demandé de créer le Camino. Emmanuel travaillait à la vie associative et vous savez qu'El Camino était au début une association que je présidais. Maintenant, ça fait partie de l'EPCC que, non pas préside, mais dirige Fred. Et donc, on se connaît depuis 6 ans. Cette période qu'on a traversée, elle a été douloureuse, évidemment, dramatique pour beaucoup. Elle a aussi permis plein de choses extraordinaires. Elle nous a permis de se poser. Moi, je dois dire que j'ai passé plus d'1 an sans aller nulle part qu'à Pau, sans diriger ailleurs. Et donc, du coup, d'avoir beaucoup plus de temps pour aussi retravailler, de me poser simplement sur les sujets, notamment celui-ci qui est indispensable. Camino, c'est 5 ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça nous permet de voir ce qui a été super bien réussi, ce qui l'a été moins. C'est 5 ans qui nous permettent aussi d'avoir un tout petit peu de recul pour pouvoir justement corriger. Et il y a eu presque un alignement des étoiles entre, j'allais dire, cette période, encore une fois dramatique, hein, je ne suis pas en train de dire que c'était merveilleux, l'arrivée d'Emmanuel, le déménagement. Et tout ça nous a dit, bon attendez, il faut qu'on repose tout ça parce que c'était très important. Comme vous avez pu le voir avant, il y a une des forces énormes de l'orchestre, c'est le fait que, vous voyez qu'on intervient de la crèche à l'EHPAD. Absolument d'un bout à l'autre d'une vie, on est présent. Et on est surtout, c'est l'autre chose de montrer, à quel point on travaille avec tout un tas de partenaires. À quel point on est complètement transversaux. Et c'est vrai que je dois dire que depuis un certain nombre d'années, peut-être on s'était un peu replié sur nous-mêmes. Et grâce à Emmanuel, qui est vraiment dans cette transversalité en permanence, il est comme ça nous permet aussi de retisser le lien. Ce déménagement, ça paraît un peu anodin, mais ça nous oblige, parce qu'il y a un tas de demandes. Là, je vois 154 enfants. On est en train de faire les préinscriptions. 1/3 des écoles ont répondu. On est à 128. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir qu'on remette tout ça encore sur le... Mais c'est extraordinaire de voir à quel point ce projet, il est fort, il a transformé des vies, il est absolument... Il pourrait y avoir des témoignages là, de l'association des parents. Je veux simplement dire que aussi, parce que c'est le PCC, parce que Frédéric nous le dit tout le temps, le PCC, ce n'est pas une régie directe, ça veut dire qu'on est en établissement public de coopération culturelle avec l'agglomération. Donc pour la première fois, on va être en partenariat avec une école à Lons, au Perlic Nord. Je veux dire que ça c'est rendu possible grâce à un ami partenaire qui est Renault, que je te salue ici, absolument, parce que la logistique, c'est une chose très importante, c'est des navettes, c'est une voiture pour l'orchestre, et grâce à toi Bertrand, voilà, donc ça nous permet ça. Je voulais juste dire ce petit mot-là parce que c'est complètement énorme. C'est complètement énorme de se dire que ces enfants-là, le 21 juin, on sera à l'hôtel de Brienne. La ministre des Armées arrive de l'étranger. On joue à 21h40 parce qu'elle veut être absolument là quand on joue. C'est extraordinaire. Donc on a organisé même, en plus de ça, une visite de Paris en bateau-mouche. On va à Berlin. Et quand on a rencontré 38 enfants, quand on a rencontré les parents, on a fait une réunion de tous les parents, mais tous les parents étaient là. Et moi, je m'étais dit, mais 10 jours, c'est énorme, ils vont pas... Mais tout le monde est là. Pas les 38 qui étaient concernés, puisque c'était pour les plus grands, quoi. Et c'est vrai que c'est une aventure... moi, je m'en lasse pas, si vous voulez. Je ne m'en lasse pas, et voilà, je voulais juste te dire ça. C'était très... Mais en tous les cas, je voulais surtout te remercier. Voilà, du fond du cœur. Merci Emmanuel, je partage évidemment. Et puis aussi, merci à la ville de Pau, parce que tous les travaux pour la nouvelle maison 1 rue du Moëdan, dans une aile de l'école Bouillers, ce sont des travaux portés par la ville de Pau. Absolument. Donc, merci aussi merci monsieur beaucoup. le maire et monsieur le maire. C'est fait aussi par Rosanne. Et par Rosanne. Travaux substantiels, mais ô combien utiles.
Le Camino, c'est un dispositif qui est soutenu par un fonds de dotation et on voulait avoir une pensée, il n'est pas avec nous, mais il soutient très fortement Philippe Cascarer, qui préside le fonds de dotation. El Camino, c'est aussi, et oui mesdames, nous avons pensé à vous, c'est aussi une association remarquable, association des parents auto-créée, c'est-à-dire que c'est les parents qui, il y a 3 ans, sont venus nous voir en disant on voudrait faire une association pour vous aider, pour vous donner autant que ce que ce projet donne à nos enfants. Et ils se sont donc fédérés en association et il y a un pourcentage d'enfants du Camino dont les parents adhèrent qui est absolument phénoménal, pourcentage phénoménal. Donc merci à l'association des parents qui participe au déplacement à Berlin en faisant un don. Alors cette année ça a été plus compliqué, mais vous vous souvenez de tous les produits dérivés, etc. Eh bien tout cet argent va nous aider de façon importante, puisque l'association des parents, on peut le dire, c'est pas un secret, ma chère Cécile, va participer à hauteur de 6 000 € pour le voyage des enfants à Berlin. Et puisque son nom, Cécile Codera, qui est ici, vous voyez, Femi, qui est un tout jeune Camino, l'un des premiers Camino, qui a découvert la musique avec la contrebasse, avec Camino. Aujourd'hui, on lui a ouvert, c'est possible. Camino, c'est simplement ouvrir des possibles. Hein. Moi, je ne fais pas graine de star, ou etc. Enfin, nous ne faisons pas ça. Hein. C'est ouvrir des possibles aux gens qui n'auraient peut-être pas forcément eu l'idée. En tous les cas, Femi, à l'époque, n'avait pas eu l'idée de faire forcément de la musique. Aujourd'hui, son rêve, c'est de travailler dans le milieu musical, culturel. On l'accueille depuis quelques mois ici en stage avec nous pour la régie d'orchestre. Et voilà, je ne sais pas s'il est transformé. En tous les cas, il a trouvé, il est encore jeune, mais il est vraisemblable qu'il s'oriente vers ça. Et ça, c'est pas grâce à Carwin, à Fred, c'est grâce à ce genre de dispositif. Et ça, c'est totalement, peut-être qu'on lui a permis, ça, tu peux en témoigner, mais elle fait comme ça, parce qu'elle est timide. Mais c'est vrai, mais c'est la maman. Camino, c'est ce que je veux dire, c'est pas forcément, voilà. Le 5e pilier, c'est très important, parce que ça va nous permettre de parler de nos amis du Club Concerto, c'est qu'un établissement culturel, aujourd'hui, se doit de participer au développement et à l'attractivité d'un territoire. Un territoire aussi beau soit-il, et le nôtre est béni des dieux, sans doute, au pied des Pyrénées, pas loin de la mer, une ville magnifique. Il n'empêche, un territoire a besoin d'équipements culturels de tout premier plan pour rayonner, pour attirer les entreprises. Et Pau ne serait pas Pau sans le Méliès, sans Espace Pluriel, sans la saison théâtrale, sans le conservatoire, sans le musée et sans l'orchestre. Et j'en ai pas oublié, mais enfin, vous voyez, c'est extrêmement important. Ma chère Rosanne, j'en ai oublié? Non, ça va? Non, j'ai quasiment tout dit. Donc, un équipement culturel comme l'orchestre, un des objectifs du passage en établissement public, c'était bien, sous la houlette de François Bayrou, de partager l'outil créé au plan municipal il y a 20 ans, de le partager sur un territoire rassemblé et plus vaste. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on vous montre cette carte, puisque la saison prochaine, l'Orchestre de Pau ira jouer dans les 3 scènes nationales qui nous entourent. Nous retournons à Tarbes, près de 10 ans après la dernière fois qu'on y est allé. Pour la première fois, nous irons jouer, et je salue Damien Godet, son directeur, nous irons jouer à la scène nationale de Bayonne en février avec Alexandre Kantorov. Et puis enfin, et je salue Antoine Gariel, son directeur, l'amitié et la confiance et la construction du projet avec Mont-de-Marsan, puisque nous irons 2 fois jouer à la scène conventionnée du théâtre de Gascogne. Ça, c'est un enjeu stratégique extrêmement important. C'est-à-dire que nous montons des programmes ici même dans cette salle, que nous jouons 4 fois. Et toute l'idée aujourd'hui, c'est de développer l'activité en allant proposer ces programmes chez nos voisins d'à côté. C'est aussi aller à Nantes, mais ça, on y est déjà allé 8 fois, donc on commence à connaître. C'est aussi aller à Paris. On devait jouer fin mai à la scène musicale, ça a été annulé, mais nous irons la saison prochaine. La crise du Covid nous a obligés, et pour le public qui était là la semaine dernière, vous vous en êtes rendu compte, nous a obligés à inventer des formes nouvelles. Et de ces formes nouvelles est né un ensemble qui a un grand avenir, c'est l'ensemble de cuivre, que Fessal dirige,
ensemble de cuivre de l'orchestre. On dit ensemble de cuivre, mais il y a aussi de la percussion. On pense évidemment à notre chère Chantal. Et ils ont joué la semaine dernière ici même, hein, pour le public qui était là. Je vois des têtes qui font comme ça. Eh bien, le programme que vous avez entendu ira l'année prochaine jouer à Monin, chez nos amis de Monin, commune ô combien fidèle. Depuis 17 ans, on va jouer à Monin tous les ans. Mais ils iront aussi jouer à Mourinx et à Jurançon, à l'atelier du Nez. Il y a aussi plein de projets de musique de chambre qui se développent sur le territoire avec Jurançon, avec l'Escar, où on a joué très souvent. Et puis un projet, on a marqué en cours de développement, parce que très honnêtement, on est au début, mais je sais que ça va prendre. En lien avec le Pays de Béarn, nous allons aller rencontrer toutes les communautés de communes, on appelle toutes les communautés de communes du Pays de Béarn, pour leur proposer des concerts de musique de chambre de différents formats, avec systématiquement des maquettes pédagogiques préparées par Valérie pour rencontrer les écoles du territoire. Et puis, nous allons inventer auprès des territoires des projets spécifiques. Alors, il y en a un sur lequel j'aimerais beaucoup m'investir, c'est le projet qui verra le jour en Vallée d'Ossau, avec des concerts qui nous obligeront à mettre des chaussures particulières et à gravir quelques mètres de dénivelé pour emmener des musiciens et le public en altitude. Voilà. Et j'aimerais bien que le premier de ces concerts soit sur le plateau de Bious, ce qui me permettra d'avoir une pensée évidemment émue pour notre cher Jean-Paul Brun qui m'a fait découvrir ce coin-là. Donc voilà, projet en cours de développement avec le Pays de Béarn. Alors je le disais, un établissement public s'appuie sur les forces vives du territoire, et le nôtre, l'Orchestre de Pau, s'appuie depuis 15 ans sur un club tout à fait remarquable qui s'appelle le Club Concerto, aujourd'hui présidé par Robert Chevalère, mais créé et présidé pendant des années par notre cher Christian, derrière son masque là-bas, Christian Roussille, et avec lesquelles le travail est absolument passionnant. Évidemment, le Club Concerto soutient des dispositifs que l'on ne pourrait pas faire sans eux. Des tournées, des achats d'instruments, des productions un peu plus lourdes, comme Noé, par exemple, il y a 2 ans, etc. Mais c'est aussi tout un travail de terrain avec les forces vives et les grands donneurs d'ordre économique du territoire, dans toujours cette idée de transversalité et de grande famille. Dans la famille du territoire, il y a des entreprises, au premier rang desquelles Total, par exemple, qui nous aide beaucoup, la fondation Total en particulier, enfin Total Énergie, depuis quelques jours, voilà, mais aussi toutes ces entreprises, plus de 70 aujourd'hui. Un gros travail est à mener, parce que évidemment, ces entreprises ont été touchées par la crise que l'on vient de vivre, et probablement que dans les années qui viennent, ça ne sera pas facile. Mais quand ce n'est pas facile, il y a une chose qui est plus qu'essentielle, c'est la musique. Donc si certaines cotisations doivent baisser, elles baisseront, mais il ne faut pas nous quitter. Il faut continuer à venir au concert, il faut continuer à être utile pour toutes les entreprises du territoire. Mais un immense merci au Club Concerto pour tout le travail accompli depuis 15 ans. C'est exemplaire en France, un club avec autant d'entreprises. La plupart du temps, les orchestres ont quelques très grosses entreprises, mais pas autant. Donc, un immense merci pour cette histoire d'amitié depuis tant d'années, mon cher Christian et mon cher Robert, que je ne vois pas, mais que je salue également. On était un peu entre nous, mais il y a pas mal de gens qui ont suivi à distance. Avant de laisser la parole à Faisal et peut-être à Jean pour clôturer, je voulais remercier toute l'équipe. Au fil de l'eau, je les ai cités, j'ai oublié mon cher Serge, c'est très difficile à dire, Serge Mossutegui, et puis la régie qui n'est pas là, mais parce que voilà. Dire aussi la grande fierté d'avoir aujourd'hui ces 3 collectivités qui contribuent au développement du projet, je l'ai dit au début, mais d'avoir à partir de 2021 et pour les années qui viennent, une présence très renforcée et très constructive avec les services de l'État. Et je tenais à remercier Maëlys Descazaux, directrice régionale des affaires culturelles, pour sa confiance et le soutien qu'elle va apporter à notre projet pour les années qui viennent. Remercier la région aussi, le conseil régional, même si les élections arrivant, ça a un petit peu moins bougé, mais on s'y remettra dès que c'est passé. Et remercier du fond du cœur, évidemment, les élus et les services de la ville et de l'agglomération, François Bayrou, Jean Lacoste, tous les élus du conseil d'administration, et puis les services
du département qui sont présents soit à distance, soit avec nous, et puis notre service de cœur, de rattachement initial, la direction culture, avec Rosanne Biziot et Laurent Messel. Toute cette grande famille travaille pour rendre la musique la plus accessible possible et travaille ensemble et de concert. Donc immense merci à toute l'équipe ici. C'est des gens qu'on voit rarement. Je leur ai dit, vous allez monter sur scène. Ils ont dit non, il ne va jamais. Donc, mais ils sont là. Donc immense merci. Et évidemment, Valérie. Tu clôtureras, mais moi, je veux juste m'associer à Fred là-dessus, parce qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et la partie qu'on voit est beaucoup plus petite que la partie qu'on ne voit pas. Chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. C'est une équipe sensationnelle. Pascal Serrano, Christelle, évidemment Franck Loncan, Serge Moussutegui, Valérie, Emmanuel, les deux régisseurs, Florent et Mathieu, c'est une équipe extraordinaire. Et moi, j'ai un luxe, c'est même plus que ça. Je ne sais même pas comment on peut faire autrement que comme ça, de travailler avec... j'ai deux personnes dans ma vie, c'est mon frère jumeau et Fred. Et donc, du coup, j'en ai d'autres, hein. Mais enfin, c'est quand même... Et donc, du coup, c'est un luxe fabuleux. Parfois, on peut... Mais c'est de toute façon, à chaque fois... voilà, tout seul, on va peut-être plus vite, mais en tous les cas, à deux, on va, ou plus nombreux, on va beaucoup plus loin. Et tant qu'on voit tout ce qui nous reste à faire, et quand on se retourne et voir ce qui a été fait, c'est un peu... C'est vertigineux, mais voilà. Et donc, vraiment, du fond du cœur, je suis très sincère quand je dis ça. C'est un immense merci. Et aussi aux musiciens qui sont parfois... Bon, mais c'est une équipe extraordinaire. Voilà. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai ce luxe-là. Et donc, un immense merci à toutes, puis à tous, puis à toi, mon gars. Et Zerouki, toujours timide là-haut, qui a œuvré pour cette... J'ai cité, hein. Faut oublier. Eh bien, pour la presse, s'il y a des questions, on est là, juste après. Et pour les autres, nous vous proposons de boire un petit verre ensemble aux belles terrasses de la Belle Époque. Sans les masques. Sans les masques. On vous embrasse et vive la musique. Merci beaucoup. Beaucoup.